Nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Un mot pour vous remercier de votre présence à cette table ronde dédiée aux échanges entre les patients, leurs représentants d'une part, et deux institutions publiques, si je puis dire, de référence. L'une régionale, en charge schématiquement de l'organisation de l'offre de soins, et l'autre nationale dédiée à la qualité des soins, l'une donc l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'autre la Haute Autorité de santé. Pour conduire les débats, nous allons entendre successivement Nicolas Péju, à ma gauche, directeur de cabinet du directeur général de l'ARS Île-de-France, que vous avez entendu tout à l'heure, François Dolvec, directeur médical du groupement de coopération sanitaire pour le développement des systèmes d'information en santé partagés en Île-de-France, puis Sabine Cohen-Higounin, qui est chef de service de la mission sur la qualité de la prise en charge des établissements de santé, de l'information, à destination des usagers. Et moi-même, Alexandre Bios-Duplan, j'anime la mission des relations avec les associations de patients et d'usagers à la Haute Autorité de santé. En guise d'introduction, je promets de faire court, ça doit toujours être court, une introduction. L'importance des enjeux d'information des patients n'est plus à démontrer. Les enjeux d'information, ça couvre deux objectifs importants, le repérage et l'orientation dans le système de soins. Face à ce constat, deux institutions publiques que sont donc l'ARS Île-de-France et la Haute Autorité de santé, chacune dans leur périmètre, ont reçu pour mission de répondre à ces besoins. Petite parenthèse pour dire institution publique, j'insiste sur ce point parce que qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une institution publique sans développer plus allant. Je voudrais juste dire qu'on est en droit d'attendre de la rigueur dans la méthode d'élaboration de l'information et d'autre part, autant que possible, la plus grande impartialité, et c'est, je crois, ce que nous essayons de faire. Ces missions qui nourrissent ces missions d'information sont un moyen et elles nourrissent un enjeu qui est déterminant, qui est celui de la démocratie sanitaire, non pas ici sous l'angle des droits collectifs des patients, forcément, mais sous deux autres axes qui sont l'information et l'outil de choix pour les patients dans la filière de soins. Enfin, les outils d'information qui vont vous être présentés diffèrent profondément et par leur périmètre, l'un qui est national, l'autre qui est régional, et par les angles de traitement de l'information qui vous sont proposés. Les personnes qui présentent ces outils vous le détailleront davantage. Enfin, quelques aspects pratiques. Les questions qui seront envoyées par tweet seront reprises en fin de débat. Les questions orales, on va faire toutes les présentations et les questions en fin de débat. Et les documents que vous voyez là sous forme PowerPoint seront disponibles sur le site pendant les 2 prochains mois. Voilà pour cette introduction. Je passe en premier la parole à Nicolas Péju, puis nous entendrons François Dolvec et enfin nous entendrons Sabine Cohen-Higounin. Merci Alexandre, merci à tous. Nicolas Péju, moi je suis directeur de cabinet à l'ARS Île-de-France. À ce titre, j'ai en charge la politique de communication de l'agence et de démocratie sanitaire. Donc vous voyez des sujets qui sont très connectés à ce projet, qui est un projet que nous allons vous présenter à 2 voix avec le docteur François Dolvec, qui est le directeur de projet et qui est aussi le directeur médical du GCS décisif. Je vais vous dire quelques mots de présentation un peu de notre démarche, quelques mots sur le pourquoi de la démarche, pourquoi les ARS se sont investis dans ce projet, et avec François qui rentrera un peu plus dans le quoi, c'est-à-dire sur quel objet plus particulièrement nous travaillons actuellement. Je voulais aussi un peu en préambule vous donner un peu des éléments d'état d'esprit de ce projet, parce que vous allez le voir, on est sur quelque chose qui est nouveau et
que nous plaçons d'emblée dans une démarche d'innovation, justement. C'est-à-dire que, en fait, ce que nous construisons à travers cette démarche, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et ne sera pas similaire à beaucoup de choses qui sont déjà existantes. Et donc, on est vraiment dans une logique d'innovation. Et ça, c'est un premier élément important. Deuxièmement, nous sommes dans une logique pragmatique et simple. Il s'agit pour nous d'une démarche qui peut s'énoncer assez simplement, hein, d'amélioration de l'accès à l'information de santé de référence pour le grand public. Mais cette simplicité apparente, elle cache en fait derrière, dans la mise en œuvre, un niveau important de complexité pour y arriver. Donc, mais notre état d'esprit est de porter quelque chose le plus simple possible, le plus pragmatique possible. Et puis enfin, et ça c'est important, on est dans un projet initié effectivement par notre ARS, par notre région, mais c'est un projet qui n'est pas au sens strict un projet de l'ARS Île-de-France, qui se veut être un projet, en tout cas, partagé par les ARS. C'est un projet qui, vous allez le voir, a une dimension évidemment et rapidement interrégionale, voire nationale. Donc le pourquoi nous sommes aujourd'hui effectivement confrontés à un contexte où l'information de santé, et je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, au fond n'est pas vraiment un problème de manque de quantité d'informations de santé. On est aujourd'hui dans une situation où, au fond, l'information de santé, on en a pléthore. Le problème qu'on a et qu'on a identifié, vous le voyez là, à travers une première phase de ce projet qui était une phase d'étude, le problème, la problématique est plus l'orientation dans l'information de santé et plus exactement l'orientation dans l'information de santé que je qualifie de référence, c'est-à-dire portée par des institutions publiques, labellisée par des institutions publiques, éditorialisée par des institutions publiques, ou en tout cas par des autorités. C'est le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, paradoxalement, ça en forme un peu de paradoxe, alors que c'est aujourd'hui sur l'accès, par exemple, à l'information de santé en ligne, hein, on voit bien que c'est une question qui draine beaucoup de trafic sur Internet. C'est un des sujets qui, dans les App Store divers et variés, suscite également beaucoup de téléchargements d'applications. Enfin, bref, la santé est un sujet majeur de préoccupation. En face, il y a de l'information qui est délivrée, mais en revanche, on constate, et bon, nous l'avons schématisé ici de manière évidemment simplifiante, on constate que les acteurs qui répondent le mieux à cette demande aujourd'hui sont des acteurs majoritairement, majoritairement privés, des médias, des acteurs qui ont leur propre légitimité, mais ces acteurs-là ne sont pas nécessairement des autorités publiques. Là, nous les avons un peu opposés, je veux dire, de manière, là aussi, je vous dis, un peu artificielle, quand on essaye de mesurer deux dimensions extrêmement importantes pour les usagers, c'est-à-dire l'impact, c'est-à-dire le fait de les toucher, et l'interactivité, c'est-à-dire le fait qu'eux-mêmes soient aussi acteurs de l'information. On voit bien que nos autorités, et on se met tous dans la boucle, ont quand même du mal à avoir le même impact que les acteurs privés. Ça, c'est un simple constat, je veux dire, on peut le discuter sans doute, mais c'est un constat. Alors, pourquoi les ARS se préoccupent de ce sujet? Elles s'en préoccupent et elles en font même d'ailleurs, en tout cas... ce qui est de l'ARS Île-de-France, un axe d'action stratégique, pour deux raisons principales et deux raisons accessoires. Deux raisons principales, deux intérêts à agir principaux. C'est tout d'abord la question de l'amélioration des parcours. Hein. Là, je ne vais pas m'attendre là-dessus parce que, vous le savez, Claude va le rappeler, nous, dans nos impératifs, nous avons effectivement l'amélioration des parcours de santé. Et notre conviction, c'est que pour améliorer le parcours de santé, le levier de l'information dont dispose l'usager pour s'orienter est un levier essentiel. Et il nous faut agir dessus pour que l'usager rentre au bon endroit, au bon moment dans le système de santé. En fonction de son cas spécifique, il faut qu'il ait la bonne information. Deuxièmement, deuxième intérêt à agir majeur, la région.
l'administration, je dirais même pas la région, je dirais l'administration territoriale de l'information. Ça, c'est extrêmement important. Il nous semble que c'est ça le sujet pertinent pour, enfin l'échelon pertinent en tout cas, pour répondre de la meilleure manière à l'usager dans sa demande d'information, dans sa demande d'orientation. Deux raisons, peut-être pas accessoires, mais deux raisons de plus. L'enjeu de démocratie sanitaire. Démocratie sanitaire au sens empowerment. Cet empowerment, il est aujourd'hui très important d'une manière générale. Nous voulons jouer aussi notre rôle dans cet empowerment des usagers. Et puis, ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas très bien vu, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses de faites par les autorités de santé, par des opérateurs financés par les autorités de santé en matière d'information santé, mais qui sont trop éparpillés. Et le projet que nous portons, c'est aussi tout simplement, en tout cas à l'échelon régional, une manière de mieux coordonner, mieux articuler les différentes initiatives d'information santé pour leur donner plus d'impact. Hein, c'est ça aussi notre intérêt à agir. Je vais laisser la parole à François. On m'a bien fait. Donc on a légèrement dépassé le timing. Donc François, il te reste 13 minutes pour expliquer un peu le quoi. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on veut fabriquer ? Le GPS. Pardon, j'ai la tâche ingrate de faire le gardien du temps et je sais à quel point c'est désagréable, mais j'ai confiance dans les intervenants qui vont intervenir. Mais merci, le cadre est bien mis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se construisent. Merci Nicolas d'avoir fait l'introduction. On peut résumer le projet avec une formule telle que le GPS santé et qui est articulée de deux façons. Tout d'abord, on a les services autour desquels on veut travailler, qui sont l'aide à l'orientation dans la santé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pas simple quand on est dans son environnement de vie, que ce soit l'accès au parcours de soins, que ce soit de l'accès à de la prévention, que ce soit de l'accès à de l'information médico-sociale ou ce genre de choses. On a les problématiques qui tournent autour de la démocratie sanitaire. Nicolas en a déjà bien parlé. Et puis l'information santé en règle générale, que ce soit autour des agendas, que ce soit autour des événements, que ce soit autour de communications diverses et variées. Ces trois axes de construction s'animent autour de trois types d'organisation. Tout d'abord, des fonctionnalités de recherche puissantes et sémantiques, puisque on le sait bien, et c'est un des vrais problèmes de communication, quand les docteurs parlent, ils ne parlent pas de la même façon que les usagers et que les patients. Et quand le patient parle, il ne parle pas comme son docteur. Et bien évidemment, souvent, ça nécessite d'avoir de la pédagogie et de pouvoir répéter un petit peu les choses. Et puis, aujourd'hui, dans notre ère de dématérialisation, la notion de cartographie est importante puisqu'on a différents environnements de vie. Il y a celui de son travail, il y a celui où on vit, il y a celui de ses vacances. Et la cartographie nous aide énormément à pouvoir nous orienter dans ce qui est un maillage territorial qui nous donne la réponse aux questions qu'on se pose. Les applications mobiles, bien évidemment, sont au cœur du sujet, puisque aujourd'hui, on a tous ces dispositifs, ou presque tous ces dispositifs auxquels on pose des questions et qui nous rendent des services en continu. Alors, comment fait-on pour répondre aux questions et comment cela va-t-il se passer ? Tout d'abord, il y a un certain nombre de questions qui vont être identifiées, ou consulter en urgence, quelle est la pharmacie de garde, comment faire un dépistage du VIH. Et quand on a fait le tour et le mapping de ce qui existait déjà, on s'aperçoit qu'il y a différentes couches d'informations qui sont possibles. Il y a une première couche d'informations qui est territoriale et régionale, d'où la logique de l'ARS pour pouvoir porter un projet de ce type-là, parce que ce qui intéresse les usagers, ce qui nous intéresse, c'est l'information territoriale pour pouvoir en avoir un accès dans son quotidien. Mais l'information territoriale est souvent très utile, importante, mais elle s'adosse sur une information qui est nationale et qui dépend d'agences nationales. Donc les deux doivent pouvoir s'agréger pour pouvoir répondre aux questions dans les meilleures conditions possibles. Alors, les données régionales qui vont constituer un petit peu le socle de ce qu'on va mettre en place, il y a tout d'abord des données de type annuaire, où sont les établissements,
Que font les établissements? Que se passe-t-il dans un établissement? Alors c'est vrai pour les usagers, je peux vous dire que c'est vrai pour les professionnels aussi. Je suis médecin urgentiste, je travaille au SAMU, et quand je prends ma garde, tous les jours, je me demande ce qui se passe dans l'hôpital qui est à côté pour pouvoir orienter les patients. Donc on a besoin d'avoir ce type d'information. On a la chance en Île-de-France d'en avoir déjà un qui s'appelle l'Aurore. Il y a également des outils tels que Via Trajectoire qui permettent l'orientation des patients vers le SSR et les longs séjours. Et puis on a des outils de veille de l'activité, de veille et d'alerte sanitaire, tels que le Cerveau. En Île-de-France, ça s'appelle le Cerveau. Dans d'autres régions, ça s'appelle des ORU, des Observatoires régionaux des urgences. Peu importe, ça, c'est des noms qui sont liés à l'histoire. Et puis, il y a des données d'annuaire socle national, telles que je vous l'ai dit il y a quelques instants, le RPPS, les infos de la CNSA, FINES, les ordres. Voilà, on voit bien que toute cette information doit rentrer dans un pulse qui doit être construit de façon à ce qu'elle soit cohérente, validée, labellisée et que ce soit véritablement une information qui soit issue des tutelles. Et puis une fois qu'on a cette information, eh ben, il faut avoir des données d'enrichissement sur ce socle d'annuaire. Eh ben, typiquement, ce sont les données de l'HAS avec les certifications d'établissement, les activités. Voilà, il y a des choses comme ça qui vous sont intéressantes et qu'il va falloir que l'on agrège. Les données d'Amélie, bien évidemment, avec les médecins libéraux et les quelques données qu'il y a dans la description de chaque médecin libéral, notamment est-il conventionné ou pas. Ça fait partie des choses qui nous intéressent au premier plan. Alors, l'information, elle doit être éditorialisée comment dire, pour que c'est une logique de proximité. Alors, comme on le disait tout à l'heure et comme Nicolas l'a cité, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été financés par les pouvoirs publics et qui régionalement sont existants et déjà délivrent un petit peu de l'information. Elle est précieuse, elle est juste, elle est utile, sauf qu'elle est très segmentée. Donc l'idée est d'arriver à faire quand même une application qui vous permette d'avoir cette information de façon agrégée, plus facilement accessible. Alors on en a plusieurs. Comme on l'a dit, c'est un projet qui est interrégional et qui a vocation véritablement à s'étendre. Donc on vous a mis des exemples, que ce soit des exemples pour la psychiatrie ou pour le dépistage du sida, et puis des exemples qui sont liés également à un de nos partenaires que sont les Pays de la Loire, qui ont un petit peu la même logique que nous sur d'autres activités. Et on voit bien que chacun ayant eu ses priorités à un moment donné, il faut qu'au sein de sa région, on puisse bénéficier de cette information nationale sur laquelle on s'appuie et avoir cette déclinaison éditoriale, régionale, territoriale qui répondent aux questions de terrain. Alors, encore une fois, de multiples sources d'informations éditoriales. On en a déjà parlé il y a quelques instants, on le répète. Alors maintenant, quelques illustrations. Par exemple, si vous tapez « tout bébé », bon, voilà, vous pouvez tomber sur une base de données de médicaments, puis vous allez regarder ce qui correspond. Vous pouvez tomber sur des informations de type bronchiolite, et puis vous pouvez tomber sur des informations qui sont liées à des conseils de périnatalité. Voilà, et puis des fiches un petit peu pré-préparées sur ce qu'est la bronchiolite ou ce qu'est la toux de bébé. Tout ça va être organisé avec des moteurs de recherche que l'on peut enrichir de façon à ce qu'à chaque fois que vous alliez poser votre question, finalement, on ait la mémoire de ce qui a déjà été demandé avant et des réponses qui sont données pour essayer de le plus précis possible dans le type d'information que vous posez. Une autre illustration, vous êtes en randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, il fait un peu froid, mais il y a des périodes où c'est fort agréable, et notamment à certaines époques où on peut avoir des chenilles urticantes qui sortent, et c'est un vrai problème. Nous, on a eu des interventions au SAMU d'une 50aine d'enfants parce qu'il y avait des chenilles urticantes qui avaient piqué toute une classe. D'une anecdote, on n'en fait plus du tout d'anecdote, mais on met l'hôpital d'accueil juste à côté dans des situations de tension importantes. Et peut-être qu'on aurait organisé les choses un tout petit peu différemment si on avait eu cette information-là. Une façon de schématiser un petit peu tout ça, les contenus régionaux, les contenus nationaux, bien évidemment toujours avec cette déclinaison éditoriale avec une logique de proximité et de découpage au plus près du patient, qu'on peut résumer de la façon suivante. C'est une agrégation de services au service de l'usager, des annuaires, une logique éditoriale, une logique de parcours, une logique d'alerte. Il y a des animateurs et des contributeurs. L'idée de l'outil n'est pas de fabriquer de l'information, on ne fabrique pas d'information, en revanche, on la met en forme et on l'agrège de façon à la rendre accessible et à vous donner une information qui soit labellisée. Que l'on soit
à Nantes, à Mantes-la-Jolie, à Aubervilliers, à Angers, et ça permettra de pouvoir se localiser et avoir l'information que l'on souhaite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste un mot pour compléter. Vous l'avez vu, c'est un projet qui est donc un projet d'agrégation. L'outil en lui-même qu'on nomme un peu GPS santé pour donner une image un peu parlante de géolocalisation de l'information. On pourrait parler aussi de moteur de recherche santé. Mais dans tous les cas, c'est un outil qui, donc, de fait, nous impose un travail extrêmement partenarial. Et c'est aussi, dans l'état d'esprit de ce projet, une dimension très importante, c'est que c'est un projet qui concerne toutes les autorités de santé. Et à ce titre-là, et ça fait le lien aussi avec la démarche Scope Santé, qu'on soit bien clair, ce n'est pas un projet concurrent de démarches portées par d'autres autorités, c'est un projet qui se veut au contraire en complémentarité de toutes les démarches. C'est vraiment une dimension qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est, comme le disait François, on n'est pas dans l'idée de refaire ce que d'autres font. On est dans l'idée de se positionner sur ce sujet qui est l'interface d'agrégation de l'information pour donner le plus d'impact à cette information. Hein, c'est un sujet vraiment de communication. Est-ce que, peut-être sans donner de réponse trop précise, voilà que vous nous avez décrit, si je puis dire, un très beau bébé. Voilà, question, est-ce que vous avez une idée de la date de naissance et est-ce que vous avez le prénom ? La date de naissance... Et quelqu'un a dit quand est-ce qu'il va marcher, je me permets de relayer. Dans ce type de projet, on espère une naissance et qui marche en même temps, mais ce sera autour de l'été 2015. La première version sera... Juste sur le calendrier, on est, nous, dans la délivrance, si je puis dire, ça va bien avec l'image, la délivrance d'une V0, comme on dit, de ce service, cette année, en 2015. Comme vous l'avez vu, c'est pas simple, mais on a déjà pas mal avancé, puisqu'on est là, on va rentrer là, puisqu'on va notifier le marché au consortium qui va développer cet outil dans le mois à venir. On sort d'une phase de dialogue compétitif, donc la phase très opérationnelle de développement concret de l'outil est engagée en février. Le temps, même si beaucoup de travail a déjà été accompli quand même de faire ces développements, de faire tous les relations avec les partenaires pour agréger tous les éléments, nous amène à donc été ou deuxième semestre 2015. Mais ce sera une V0. On est dans l'idée aussi d'un produit qui va devoir avoir pour son lancement une masse critique de services et d'informations nécessaires, mais qui va progressivement s'enrichir au fil des ans, comme le développement d'un individu. Ce que je voulais proposer, à moins que vraiment Bonjour, excusez-moi. Vous parlez de partenaires, mais est-ce que vous avez impliqué les usagers, parce que c'est quand même les premiers concernés? Je pense que la question s'adresse à... Alors, la réponse est oui. Elle est oui à plusieurs étapes. Dès l'initiation de l'idée, du projet, nous, avec le CIS Île-de-France, mais aussi avec le CIS national, puisque ce sont les organisations représentatives des associations d'usagers, mais aussi de... Voilà, mais laissez-moi finir. J'en ai bien conscience. Et c'est justement pour ça que nous avons aussi, et y compris dans la phase de travail avec le consortium, les prestataires, parce qu'un dialogue compétitif très intéressant, c'est que justement il y a des allers-retours avec ceux qui vont fabriquer le produit. On a mis soit des représentants des usagers d'associations agréées ou du CIS, mais aussi, je veux citer par exemple Giovanna Marsico qui nous a aidé aussi à challenger quelque part, à nous challenger nous-mêmes et à challenger ceux qui vont travailler sur le sujet. Et donc ça, c'est dans la phase de conception. Et dans la phase de mise en œuvre, dans le pilotage même de la gouvernance de l'outil, il y aura bien évidemment une représentation des usagers. Je ne dis pas que des associations, des usagers, puisque effectivement, il y a les associations d'usagers, il y a les usagers, et je dirais même d'une manière générale, il y a les citoyens, puisque ce projet s'adresse aussi à des citoyens qui ne sont ni usagers, ni dans une association d'usagers, etc. Donc voilà.
Je vous propose, compte tenu du fait que cette question est commune aux deux présentations, je propose qu'on reprenne cette question-là et les questions en fin de débat. Sabine, si tu veux bien présenter Scope Santé. Mais la question est bien notée. Hein. Participation des usagers. Bonjour à tous. Alors, quelques mots d'introduction et puis ensuite nous passerons à la démonstration du site. Effectivement, comme l'a très bien présenté l'ARS Île-de-France, on est parti du même constat, d'une information qui était très riche et qui était assez éparpillée et pas toujours validée. Donc la Haute Autorité de Santé, dans sa mission de diffusion d'informations sur la qualité des soins, a répondu sur ce périmètre en proposant une offre d'information sur la qualité des prises en charge en établissement de santé et en proposant une information qui, de par son caractère, on va dire le caractère indépendant de l'autorité, de scientifique de l'institution, permet de répondre aux besoins de la population, d'avoir une information fiable, vérifiée, officielle et objective. Et notamment sur des données qu'effectivement elle produit pour une part, puisque on retrouve dans Scope Santé des résultats de la certification, on retrouve les résultats des indicateurs de sécurité des soins. Donc de par sa mission historique, elle a décidé de renforcer la diffusion publique. Elle faisait déjà évidemment sur son site et au travers des rapports de certification, mais c'était une information un peu difficile à trouver et difficilement accessible. Et elle, au travers de cette mission, elle a essayé de la rendre plus accessible et plus pédagogique. Donc le périmètre de la mission qui lui a été confiée par la loi de 2012, c'est la qualité des prises en charge dans les hôpitaux et cliniques en France. Et les points clés, c'est que le site que nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an permet de coordonner l'élaboration de toutes ces données, d'en assurer la diffusion et d'essayer d'adapter le contenu de façon à ce que le format soit plus adapté au grand public. Donc c'est vraiment la première étape opérationnelle de cette mission. Un site unique, officiel, dédié, avec des données publiques qui sont disponibles, en tout cas celles qui étaient disponibles à ce moment-là, et vous verrez qu'on est dans une évolution et on enrichit au fur et à mesure le site. Des données qui sont sur la qualité de l'offre hospitalière, mais aussi des données sur les volumes d'activité par spécialité pour chaque hôpital, j'y reviendrai, ça nous a paru important aussi d'avoir des données en termes de volume. Des données qui sont actualisées mensuellement. Je le dis parce que c'est pas toujours évident dans tous les sites aujourd'hui qui existent d'avoir des données actualisées, qui bénéficient de la validation méthodologique de la Haute Autorité de Santé, et on propose des clés pour interpréter et comprendre toutes ces données qui sont évidemment très complexes. Alors, les objectifs du site, c'est bien sûr de participer au renforcement de la démocratie sanitaire en permettant le débat public de s'installer et de faire émerger l'usager avisé pour qu'il puisse se positionner en tant qu'acteur de sa démarche de soins. Donc ça veut dire bien sûr, on l'informe sur des données et puis on lui fait prendre conscience que le niveau de qualité n'est pas toujours le même entre tous les établissements de santé. Et pour évaluer le niveau de qualité d'un établissement, il y a certaines données qu'il est intéressant, voire important de connaître. Et donc, on lui propose une sélection de données. Et puis même, on lui propose d'aller plus loin et de faire sa propre sélection, comme je vous le présenterai tout à l'heure. Puis bien sûr, de par la mission même de la Haute Autorité de Santé sur l'amélioration des démarches de sécurité et de soins, la diffusion publique est un levier d'amélioration. Alors, il y a quelques partis pris dans Scope Santé. D'une part, le premier, je l'ai dit, c'est de faire coexister à la fois de l'information sur la qualité et sur l'activité des établissements de santé. On aurait pu attendre, on sait que les données que nous produisons aujourd'hui sont des données qui sont
surtout conçu pour déployer les démarches d'amélioration dans les établissements de santé, donc pour les professionnels, pour les aider à s'améliorer. On sait que donc ces données ne sont pas construites pour l'information du grand public en soi. Alors, soit on attendait de créer des données qui soient spécifiquement construites pour l'information du grand public. C'est pas ce qu'on a fait. On a choisi de valoriser les données qui existaient déjà, qu'on avait déjà en magasin, de les expliquer, de les rendre visibles, accessibles, tout en continuant et tout en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire pour informer le grand public. On a choisi aussi de diffuser une information qui faisait sens pour l'usager. Alors évidemment, parmi les données qui étaient disponibles, aujourd'hui, dans les sites qui existaient, il y a beaucoup de données par catégorie d'établissement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, parmi les professionnels. On a supprimé cette façon de classer et de comparer les établissements, parce qu'on pense que ça ne fait pas sens pour l'usager. Donc, il ne s'agit pas de comparer juste les CHU entre eux ou les types d'établissements entre eux, mais on pense que l'usager, il a besoin de comparer aussi bien le gros établissement que le petit qui est à côté de chez lui. Donc, il y a un parti pris sur ce sujet. De même que jusqu'à il y a quelques mois, les données d'activité étaient disponibles pour les établissements publics par grandes entités, par grands groupes. On avait des données d'activité disponibles pour toute la paix, par exemple. Donc de façon très globale. Et là non plus, ça fait pas sens pour l'usager. Il veut pas savoir quel est le volume d'activité des milliers de lits du CHU. Il veut savoir si l'hôpital, qui certes appartient au CHU à côté de chez lui, fait telle activité et dans quelle mesure et combien d'actes il fait. Donc là aussi, il y a eu un gros travail et c'est aussi une petite victoire pour Scope Santé de pouvoir aujourd'hui, depuis 3 mois, puisqu'on en est à la version 2 maintenant, de pouvoir afficher des données par site hospitalier, y compris pour ces grandes entités publiques. Et puis on a choisi de publier des agrégats qui soient méthodologiquement validés. Donc pas de moyenne globale sur l'ensemble de l'établissement qui résumerait à elle seule tout l'établissement. Aujourd'hui, on s'appuie sur des agrégats scientifiques. Et puis, notre souci était aussi de pouvoir permettre la comparaison entre établissements. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt une innovation pour un site public que de permettre ce type de comparaison. Alors, les principes fondamentaux de Scope Santé, je vais aller vite. Oui, je sais, Alexandre qui hoche la tête. Oui, vite, d'accord. Coordination des informations, je l'ai dit. Fiabilité des données, elles sont actualisées, elles sont méthodologiquement validées. Il y a une logique utilisateur, c'est-à-dire que vous verrez que nous proposons une sélection de données qui soit adaptée à la recherche de l'utilisateur et on peut personnaliser cette recherche en fonction de ses priorités. Et puis on a essayé de travailler sur la pédagogie et on sait qu'il y a encore à faire là-dessus pour renforcer la lisibilité en présentant des formats assez cognitifs. Il y a des repères contextuels, c'est très important. Comment interpréter la donnée? Quand on a un résultat, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, comment le situer. Des contenus pédagogiques, et puis on est dans une démarche évolutive. Voilà. Il y a eu une première étape, on a fait avec les données qu'on avait, et puis au fur et à mesure, on enrichit, on avance, on simplifie certaines choses. Voilà. Et il y a ce mouvement qui est en marche aujourd'hui maintenant. Alors, principale fonctionnalité, vous verrez, cartographie, recherche multiples critères, personnalisation et comparaison. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de données? Pour faire simple, dans la base de données, vous avez des données qualité et on retrouve les résultats de certification et tous les indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins. Et puis, en données d'activité, on a de la présence d'activité, donc on peut savoir dans quel hôpital se fait les prothèses de hanche, par exemple. On sait quel est le volume d'activité par acte. On peut avoir connaissance de la part d'ambulatoire et des durées moyennes de séjour pour les principales données d'activité. Voilà. Alors, je l'ai dit, c'est un site évolutif. Aujourd'hui, on a amélioré. Donc, vous savez que c'est un site qui existe depuis, il est tout jeune.
On parlait de bébé, le nôtre il est né, mais voilà, il a 1 an aujourd'hui. Donc il marche, oui, absolument, il marche, mais il va marcher de mieux en mieux, de plus en plus vite, etc. Donc aujourd'hui, on a pu compléter les données d'activité que nous avions, donc pour couvrir plus de spécialités. On a donc des données par site, et puis on a essayé de travailler sur les modalités de recherche pour qu'elles soient plus performantes, plus simples, plus aisées. Et on a aujourd'hui maintenant la possibilité de le consulter sur tablette. Alors quelles vont être les évolutions pour cette année? Puis ensuite je passe à la présentation pratique. Une des grosses évolutions de cette année, de grosses nouveautés, c'est la diffusion d'indicateurs de satisfaction des patients, ISATIS, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc un indicateur qui est aujourd'hui maintenant repris par la HAS, qui était piloté jusqu'à présent par le ministère, qui est un indicateur de satisfaction des patients. Donc pour la première fois, en 2015, seront diffusés les premiers résultats d'ISATIS. Donc voilà, dans sa globalité, sur Scope Santé, bien entendu. De nouveaux indicateurs de clinique de qualité de sécurité des soins, la dialyse par exemple, seront diffusés en fin d'année. Et puis on travaillera sur les formats de restitution et notamment ceux de la certification pour être plus par thématique que par critère, parce que ça fait beaucoup de données à intégrer, à connaître, à regarder. Donc on va être plus sur thématique. Et puis justement, ça correspond à la nouvelle version de certification qui est par thématique. On va essayer de travailler sur des focus par profil, pouvoir rentrer par un profil AVC par exemple, par un profil maternité, par un profil infarctus du myocarde et pouvoir regarder les données qui sont spécifiques à ces prises en charge. Puis on va travailler sur l'interface, la navigation et on va aussi essayer de mettre en place, on a bien sûr dans tout le projet consulté les associations de patients, les représentants d'usagers, on a fait pas mal de groupes de travail ensemble pour construire le site. Aujourd'hui, on voudrait continuer et mettre en place des modalités de coproduction avec les patients pour l'évolution du site, mais aussi sur tout ce qui est pédagogie sur les indicateurs, pourquoi cet indicateur est important, à quoi il sert, comment on peut l'interpréter, etc. Les perspectives, c'est la diffusion d'indicateurs de résultats. ISATIS en est un, mais ce ne sera pas le seul, bien entendu. Plus d'interactivité vers les patients. Le fait que, notamment, ISATIS sera plus particulièrement, les réponses se feront sans doute sur le web dans le futur, et ce sera peut-être l'occasion de les faire venir saisir le questionnaire sur Scope Santé. On va réfléchir à des versions mobiles adaptées, et puis bien sûr, l'intégration dans le service public d'information en santé fait partie de nos perspectives. Alors, assez parlé théorie, allons-y sur la démonstration. Merci Sabine, je prends la parole 2 secondes pour que tu reprennes ton souffle. Ouais, merci. Juste pour dire, ne vous privez pas d'envoyer vos questions par ConnexMe et sinon, bien entendu, le débat oral sera tout aussi efficace. Voilà, je suis pas très... Voilà. J'y suis. Je voudrais... Alors juste la petite fenêtre qui s'est ouverte sur dernières infos, c'est effectivement l'actualité du site, mais aussi quelques petits messages sur les indicateurs qui sont diffusés, voilà, et les dernières actualités du site. Donc quand on arrive sur le site Scope Santé, on a la possibilité de se géolocaliser et on a très vite, on est incité à pouvoir préciser sa demande et notamment sur... je ne sais pas pourquoi c'est tronqué, ça aurait été bien que ce ne le soit pas. Est-ce qu'il y a moyen que le format soit adapté, qu'on puisse voir tout... Enfin voilà, que ce soit adapté. Mais bon, en attendant, je continue. Parce que là, on voit qu'une partie, c'est un peu dommage. Donc voilà, alors par exemple, puisqu'on est sur Paris, je vais rester sur Paris, si je peux. Non ? Rien de mieux ?
Paris. Paris, c'est-à-dire je ne vois pas ce que je fais, c'est-à-dire c'est ça. Bon, voilà. Alors, par exemple, je peux me géolocaliser, je peux aller sur une région, je peux taper un nom de ville, un nom d'établissement, etc. Et dès à présent, j'ai la carte qui s'est adaptée. Je peux évidemment rechercher par spécialité. Ici, il y a une barre d'outils qui s'est ouverte pour permettre de voir le secteur d'activité, par exemple ici, mais on ne voit rien. Je voudrais vraiment, s'il vous plaît, qu'on puisse adapter le format. On ne peut pas? Super. Alors, c'est pas grave. Alors, je vais essayer de vous dire ce qu'il y a ici. Donc, on a un certain nombre de secteurs d'activité. Vous devinez quand même? D'accord, mais je pense qu'on pourrait en fait, mais bon. Donc ici, par exemple, on peut choisir un secteur d'activité. On peut préciser sa recherche ici par spécialité. Et vous voyez qu'on a une série de spécialités. On peut aller plus dans le détail ici avec des sous-rubriques. Et puis, on peut également filtrer la carte et rechercher un établissement par équipement. Très peu pratique. Alors, voilà. Alors, si par exemple... C'est très peu pratique. Voilà. Je peux également filtrer la carte avec plus de critères. Et là, ici, vous voyez que... Enfin, vous ne le voyez pas très bien, mais à gauche, ici, on retrouve les niveaux de certification. Et on peut filtrer la carte par niveau de certification. Donc, je veux les établissements qui sont certifiés sans aucune recommandation, sans aucune réserve. Je peux ici filtrer la carte et n'avoir que des A, par exemple. Je peux faire le même exercice avec le niveau, le résultat de l'indicateur de lutte contre les infections nosocomiales. Et ici, je peux également filtrer la carte. Voilà. Et je vais avoir dans la liste d'établissements qui m'est proposée que les établissements qui, ici, on ne le voit pas, mais qui sont en A ou B pour ces deux Oui, je vous en prie. Donc, je sais pas, il faut que ça soit plus, non? Peut-être contrôle plus et contrôle moins pour... Bah là, je vois plus grand-chose, mais... Contrôle plus, ça... Oui, parce que là, c'est que l'image. Ouais. Enfin, un tout petit peu plus, voilà. Comme ça? Ok. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il y a une liste d'établissements ici sur la zone géographique où l'on est. Alors, je vais ici, par exemple, essayer de trouver... Non, là, c'est bon. Pas grave. Par spécialité, on va prendre l'exemple d'une maternité. Je recherche une maternité. Voilà, maternité. Ici, je pourrais préciser ma recherche si je voulais ici préciser par niveau de maternité. Je ne vais pas le faire maintenant, mais il serait tout à fait possible de filtrer par niveau de maternité. Pardon ? Si vous voulez le niveau 3, mais je voudrais, en fait, on peut le faire, mais je voudrais vous montrer certaines choses de façon plus, mais sans problème, si je fais le niveau 3. Vous pouvez faire la même chose à la maison, voilà, avec un écran qui est exactement Absolument. à votre taille. Ne vous privez pas de faire l'exercice à la maison pour chercher toutes les maternités de niveau 3 Paris et de la région parisienne. Voilà. Alors ici, je vois la liste des établissements, mais du coup, j'ai une liste un peu trop restreinte, donc je vais plutôt changer, revenir sur un niveau de maternité, voilà, classique. Et ici, vous voyez, alors sur la carte et dans la liste, des établissements qui correspondent à ma sélection. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que j'ai pas ce que je voulais. Excusez-moi, hein, j'étais perturbée par...
Alors, je suis bien sur maternité. Je vois la liste des établissements. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc, je vais prendre Armand Briard, puisque j'y suis. Puis, on comparera avec un établissement, bien sûr, public. Donc, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis sur un établissement qui j'ai la fiche de l'établissement, avec ici un premier niveau de synthèse avec 4 informations. Une information sur le niveau de certification de l'établissement. Les niveaux de certification de l'établissement sont ici répertoriés sur les 6 niveaux qui correspondent aux 6 niveaux de certification. Donc, j'ai un premier niveau d'information qui est un niveau colorimétrique. Donc, j'ai ici en orange foncé. Quand on est sur A, je suis en vert. Quand on est sur B, en jaune, etc. Une lettre. Et puis, ici, une pop-up qui s'ouvre et qui permet de comprendre à quoi correspond cette lettre. Et on voit ici, bon, c'est un établissement qui est en sursis à la certification. Si j'étais en A ou en B, il y aurait écrit cet établissement en B est certifié avec des recommandations. Toujours, j'ai la possibilité de voir les décisions en détail. Donc, sur quoi portent les décisions de la HAS. Donc j'ai ici les listes, je peux voir plus de détails et je peux aller sur le rapport de certification. Ici, une deuxième information qui est un indicateur de lutte contre les infections nosocomiales. Cette année, c'est l'indicateur de bon usage des antibiotiques qui est mis en avant. Vous avez donc une couleur, une lettre, un score et une infobulle qui non seulement vous montre l'échelle, puisque ici on est dans une échelle qui va de A à E, mais également la répartition nationale des hôpitaux et cliniques en France. Donc ça veut dire qu'on peut situer l'établissement dans cette répartition. Ici, il est en A comme 42% des établissements en France. C'est ce que j'appelle les repères contextuels. C'est-à-dire que non seulement on a une information, mais on peut aussi la situer par rapport aux autres établissements. Et ça permet de mieux comprendre et de mieux interpréter l'information. On a choisi ici de mettre en avant également un indicateur de qualité de sécurité des soins, qui est le délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation. C'est une donnée qui va au-delà de l'hospitalisation, qui est une donnée de parcours. Et vous savez que cet indicateur est construit sur un objectif de performance qui est d'envoyer ce courrier d'hospitalisation dans un délai de 8 jours. Donc ici, le résultat permet de voir que cet établissement est en C. Il a ici un score de 53 sur 100, mais il est en C comme 70% des établissements en France. Voilà, donc vous voyez que c'est un indicateur sur lequel l'ensemble des établissements peuvent s'améliorer. Et puis ici, on a choisi également de présenter un indicateur sur la tenue du dossier patient. Pourquoi sur la tenue du dossier patient? Parce que c'est un outil de sécurité des soins, de coordination, et qu'il est donc extrêmement fondamental. Donc, voilà, si on veut s'en tenir là, on a ici quatre données qualité et puis une donnée ici d'activité globale sur l'établissement. Alors, la fiche d'établissement, la fiche d'identité permet de voir rapidement quelles sont les principales activités de l'établissement. Mais si on veut en savoir plus, on va sur le volet qualité de l'établissement et on retrouve ici un damier de couleurs. Chaque carré correspond à une donnée, à un résultat. Ça peut être un critère de certification, ça peut être un indicateur de qualité de sécurité des soins. Ils sont répartis en 3 dimensions, le parcours du patient, les droits et informations du patient et la sécurité du patient. Et je retrouve des données comme l'évaluation de l'état du patient, l'information du patient sur son état de santé, mais aussi des indicateurs spécifiques, des indicateurs de spécialité. Ici, je recherche une maternité et donc je vais pouvoir m'informer sur 2 indicateurs de spécialité qui sont généralisés par l'autorité de santé sur la prévention de l'hémorragie du postpartum. Et je peux ici
voir comment se situe cet établissement. Et cet établissement, il a B sur la prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement. Ce sont des indicateurs qui ont été généralisés par la HAS parce que ce sont qui évaluent des problèmes qui sont extrêmement importants dans les causes de décès maternels. Donc, pas forcément quelque chose que l'usager regarderait comme ça intuitivement, mais c'est là aussi où le rôle de la HAS est d'informer sur ce qu'il est important de savoir. Donc ici, il est en B, comme 46% des établissements en France, mais sur la surveillance clinique minimale en salle d'accouchement, il est en C. Aujourd'hui, comme 70% des établissements en France. Donc là aussi, il y a un gros effort à fournir. Sabine, alors, pardon, comme juste pour des raisons de timing, mais on ait le temps pour les échanges, est-ce qu'on peut juste passer à la comparaison entre deux établissements, parce que là, je vais comparer. Là, vous avez fait la visite en profondeur, je dirais, du site, et vous pouvez faire évidemment d'autres sondages, d'autres recherches en profondeur, mais là, je crois que... Voilà, je vais comparer avec d'autres établissements. Donc, quand je clique sur comparer, je compare par exemple, prendre ça, pas du tout ce que je... Oui, on prendra cette question-là à la fin. Si, on va prendre le temps de répondre. Si, on débordera. On déborde. On a démarré avec une demi-heure de retard du fait de la plénière qui était très riche, et du coup cette demi-heure, si vous voulez bien, on va la prendre. Vous inquiétez pas. Donc ce que je veux juste vous montrer, c'est que on peut comparer l'établissement de référence sur lesquels on était à d'autres établissements. Et je pense que c'est important de pouvoir comparer. C'est un besoin qui avait été exprimé par les patients et qu'ici on peut faire. Donc vous voyez qu'ici sur la douleur par exemple, on peut comparer 3 établissements, on peut aller jusqu'à 4 établissements. Et ici on peut les situer sur la répartition nationale. Donc on voit qu'il y en a sur la douleur qui a A et les 2 autres ont B. Ou bien ici, on voit ici que ils sont tous en C pour la surveillance clinique. Donc vous voyez qu'on peut comparer assez facilement. D'abord parce qu'on a une vision de couleur. On voit où sont les verts, où sont les jaunes, où sont les oranges. On peut aller un petit peu plus loin avec des lettres. Et ici, on peut les situer sur la répartition nationale. Un mot sur l'activité, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir des données d'activité. Donc pour l'usager qui veut en savoir un petit peu plus, il peut regarder ici, puisque nous sommes en accouchement, par exemple, le nombre annuel d'accouchements. Là, notre établissement, donc Armand-Briard, se situe ici. Il a 2739 accouchements annuels. On peut le comparer par rapport aux autres établissements qui sont aussi colorés. Mais on peut aussi regarder comment il se situe parmi les établissements les plus proches. Donc on voit ici, sur les autres établissements de proximité, comment il se situe. Même chose pour la durée moyenne de séjour. Alors là, on est sur un nombre d'accouchements tout confondu, aussi bien accouchement voix basse que césarienne. Et très bientôt, on pourra faire la différence entre ces 2 types d'accouchements. Alors, taux de césarienne, ça aussi, c'est une notion qui peut être importante pour les patientes. Et ici, on peut voir comment se situe l'établissement sur le taux de césarienne. Il est parmi les établissements qui ont un taux de césarienne les plus élevés, puisqu'on voit que 96% des hôpitaux sont en deçà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour pouvoir prendre les questions. Merci beaucoup Sabine. La salle, je dirais, a l'air assez bien chauffée. Donc, nous allons prendre les questions une à une. Alors, peut-être, on commence par le fond à gauche. Merci de vous présenter, de rappeler au nom de quelle association ou quelle structure vous prenez la parole. Bonjour, Stéphanie Paré, je suis Association française des maladies héréditaires du rythme cardiaque. Moi, ce qui me choque dans cette présentation, c'est la question, du moins que je me pose, c'est comment allez-vous gérer les flux de patients vers les établissements les mieux cotés par rapport à ceux qui seront moins bien cotés.
Ça me semble quand même des indications qui peuvent être très très dangereuses, sachant que on a de grosses difficultés à se faire soigner à l'heure actuelle. Ma deuxième question, j'y vais dans la foulée, ça va être sur votre dernier exemple, par exemple des césariennes. Le taux de césarienne, oui, mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont des cas très difficiles uniquement et qui sont effectivement, c'est un hôpital qui va être obligé de faire des césariennes parce qu'ils sont en catégorie 3 et qu'ils ont vraiment des cas très difficiles, ou est-ce que c'est des chirurgiens qui vont faire des césariennes pour aller passer leur week-end ou leurs vacances, comme on en voit aussi de temps en temps. Donc les tableaux c'est très bien, mais je pense que la qualitativité derrière, ça devrait être quand même bien pris en charge et ça peut être très très dangereux pour la prise en compte des patients. Alors, juste avant que Sabine ne réponde plus techniquement, je rappelle que nous discutons aujourd'hui d'outils d'information des patients. Nous ne discutons pas de l'organisation de l'offre de soins. Il s'agit d'un outil d'information. C'est un principe c'est une application du principe de démocratie sanitaire. Après, les conséquences, les répercussions, absolument, il y en a, mais on ne peut pas non plus renoncer à informer sous quelque prétexte que ce soit. Sabine. Si les associations ne souhaitaient plus qu'on informe, ce serait embêtant. Merci. Micro, s'il vous plaît. Oui, alors gérer les flux, la HAS ne va pas gérer les flux. La HAS, effectivement, expose des données qui existent déjà, qui sont publiques, sur les différents niveaux qualité de prise en charge, sur les différents résultats des indicateurs aujourd'hui entre établissements de santé. Alors, vous me dites les usagers vont aller plus dans les établissements qui sont mieux cotés que d'autres. Peut-être. Oui, je ne sais pas en quoi c'est dangereux. En tout cas, ça va aussi inciter peut-être les établissements à continuer, à poursuivre dans leur démarche d'amélioration, parce que cette diffusion publique, c'est aussi un levier. Donc, sur le taux de césarienne, vous avez raison, c'est pas toujours facile à comprendre. Et alors, je précise juste que les taux de césarienne sont montrés par niveau de maternité et non pas pas tout niveau confondu. Hein. Vous avez sans doute vu que on était sur un établissement qui était de niveau 2, donc ça se compare entre niveau 2. Le taux de césarienne peut effectivement dépendre aussi du nombre d'accouchements, effectivement de la complexité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nous donnons de l'information, nous devons compléter cette information, et c'est vrai que nous l'avons engagé, ce travail, les contenus pédagogiques qui accompagnent le taux de césarienne. Qu'est-ce que c'est le taux de césarienne? Il faut l'expliquer, il faut donner toutes les clés pour que les patients puissent comprendre la donnée. Il faut sans doute continuer à faire des efforts là-dessus, mais nous ne pouvons pas dire des choses comme c'est parce que tel médecin fait plus de taux de césarienne que d'autres. C'est pas ça qu'on va dire, nous. On n'est pas du tout sur ce registre-là. On donne de l'information pour que l'usager sache ce qu'il est important de regarder, se fasse son opinion. Alors vous me direz, il peut pas forcément toujours se faire son opinion seul, mais c'est aussi un outil de dialogue avec son médecin. Ils vont échanger, ils vont questionner son patient. Donc ce sont des éléments, à prendre en compte. En complément, je passe la parole à Nicolas, puisque la question portait également sur l'organisation de l'offre. Exactement. Et je crois que sur ces sujets-là, il faut vraiment, comme le disait Alexandre, bien décomposer les problématiques. Il y a la question de l'information, il y a la question de l'orientation, et donc du choix de où je vais. Honnêtement, je crois que la question de l'orientation, du choix de où je vais, elle ne se résume pas à tiens, j'ai vu ça sur Internet, donc je vais là, ou j'ai vu ça sur Scope Santé. C'est plus complexe. Les déterminants de l'orientation, c'est souvent le résultat, d'ailleurs, d'un dialogue qui peut être avec un professionnel de santé, avec son médecin. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, autant il ne faut pas oublier la place de l'usager, autant il ne faut pas oublier la place du médecin. Et je pense qu'au fond, ce que permettent ces démarches, c'est d'enrichir ce dialogue,
par des informations pour que les deux parties dans ce dialogue, qui est au fond historiquement déséquilibré, puissent se rééquilibrer un petit peu, se challenger et à un moment donné aboutir à des choix d'orientation. Mais les choix d'orientation sont beaucoup plus complexes que dire tiens, c'est parce que j'ai vu qu'il était en rat sur Scope Santé, tout le monde va aller à cet établissement. Tous les experts savent très bien que les indicateurs qualité sécurité des soins doivent être toujours mis en perspective par rapport au lieu où ils sont. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, je voudrais répondre. Madame Barré, je voudrais répondre. On coupe la parole aux gens. Je voulais simplement répondre à madame, simplement que dans les maternités de niveau 3, il y a des pathologies graves qui ont l'obligation d'accoucher dans les maternités de niveau 3. Et si c'est blindé parce que des accouchements normaux y vont, voilà, c'est là où l'information doit être vraiment spécifiée et c'est pas toujours Merci fait. Madame Barré. La parole à une autre personne, s'il vous plaît. Veuillez lever la main pour les personnes qui voulaient poser une question. Alors, madame, voilà. Bonjour, je suis Léa Riposa, présidente de l'association France Burnout, donc qui vient d'être créée. Le site internet a migré fin octobre. Merci de poser votre question rapidement. Voilà, donc la question elle est rapide. Je me suis totalement reconnue dans ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, Monsieur Péju, les acteurs illégitimes. Je suis moins pudique que vous, donc je voulais savoir comment, et ma question est collégiale, comment l'ARS, la Haute Autorité de Santé, peuvent aider des associations de patients à lutter contre cette désinformation qui sert des intérêts privés, mais qui ne sert pas le patient. Je parle d'outils détournés, d'autodiagnostic et autres. C'est le problème du syndrome d'épuisement professionnel qui fait l'objet malheureusement d'une errance diagnostique. Donc pas de maladie, pas de légitimité, n'importe qui peut en parler. C'est ma question. Je dirais que l'heure est à la liberté d'expression. Il faut peut-être en parler. Elle est à la liberté d'expression et elle est aussi à l'affirmation de discours, si ce n'est d'autorité, en tout cas fondés sur des logiques d'autorité quand même. Je veux dire, c'est quand même notre démarche aussi. Mais pour répondre à votre question, c'est tout l'enjeu de la démarche que nous portons. C'est de dire aujourd'hui ce qui désoriente, ce qui pose problème, c'est un peu cette espèce d'air du soupçon permanent qu'on peut poser sur l'information de santé. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas toujours très bien qui est derrière, en tout cas pas toujours en première intention, voilà, on a cette... Donc nous, l'originalité derrière, c'est de dire, voilà, ce que nous, on vous propose, c'est de vous fournir de l'information qui, d'une manière ou d'une autre, et il y aura plusieurs manières de le faire, est fondée sur des informations de référence, des informations émanant d'autorités de santé ou des informations éditorialisées par des autorités de santé. Après, autre volet, c'est comment on embarque la démocratie sanitaire là-dedans, sachant que on ne peut pas être, c'est là où je dis, on est nous sur une démarche innovante, on ne peut pas être juste sur voilà, on va faire un portail ou une application qui va délivrer de l'information d'autorité de santé. Il faut qu'on soit aussi dans la démocratie en santé, c'est-à-dire aussi dans la co-construction, de la participation et l'embarquement des associations, mais aussi des acteurs et des citoyens eux-mêmes dans l'information de santé. Ça, c'est extrêmement important. D'où l'intérêt aussi de s'articuler avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans les forums, avec ce qui se passe dans tout un tas de lieux qui produisent de l'information parfois de très grande qualité. Tout est dans le processus éditorial et dans l'animation et dans, effectivement, le contrôle de ce qui sera délivré comme information. Mais notre but est bien d'embarquer effectivement aussi toutes les démocraties sanitaires, pas que les associations représentatives, mais aussi les associations représentatives, bien sûr. Oui, mais il y a une différence entre pour compléter ce que dit Nicolas, il n'existe pas, si vous voulez, de censure de la mauvaise information. Ce qu'il existe, par contre, ce sont des sources publiques et validées, impartiales, comme j'ai dit dans l'introduction, qui sont là pour répondre à certains besoins et au fur et à mesure se décliner. Mais il n'existe pas de barrière d'entrée négative de l'information et cela n'existera pas. Juste peut-être un petit mot pour compléter. La situation que vous décrivez est une situation face à une maladie nouvelle.
Donc, de fait, les publications de référence, aujourd'hui, il y en a peu. Donc, pour avoir une information de référence, il faut qu'elle ait le temps de se constituer. Alors, la diffusion de l'information, tant qu'elle est cadrée, tant qu'elle peut faire appel à un certain nombre de références, c'est très bien, mais ça demande un petit peu de temps. Et ça, c'est dans une politique de construction et de communication que ça se met en place. Mais initialement, quand on manque de références, il est difficile de pouvoir aller beaucoup plus loin aussi. Donc ça va se construire. Là aussi, question, si vous voulez bien, on continuera ce débat-là, je dirais hors antenne, si vous le permettez, on passe à une autre question. Bonjour, je suis Sophie Rougnon, présidente de l'association Tête en l'air autour de la neurochirurgie pédiatrique. Je suis représentante des usagers à Necker. Ma question, c'est par rapport à ces deux sites. Est-ce qu'il est prévu des pages pour les associations ou des liens qui renvoient vers les sites des associations de patients, associations agréées ou autres associations? Non, sur notre démarche, nous, on est en train de la construire. Alors d'ailleurs, attention, on n'est sans doute pas, nous, on est clairement sur une démarche de site. On est sur une démarche de communication globale, mais qui, vraisemblablement, je ne veux pas dévoiler, mais se traduira en première intention par un outil de type application mobile. Donc, c'est une différence, puisque ça permettra effectivement la géolocalisation de l'information, ça c'est certain, mais ça permettra aussi, ce qu'on vous a montré, qui est un autre élément extrêmement important, c'est la capacité de push, c'est-à-dire d'envoyer de l'information, pour ceux qui le souhaiteront, hein, parce que tout le monde sait qu'on peut programmer ça avec son téléphone, la possibilité aussi de recevoir des informations. Donc, on n'est pas sur une logique de site, et sur ce sujet-là, on va miser effectivement sur les associations, mais pas que. Vous voyez, par exemple, en Île-de-France, sur le cancer, on a des démarches portées. Enfin, je citais Giovanna parce qu'elle porte la démarche Cancer Campus, qui est très intéressante, qui n'est pas spécifiquement une démarche d'association d'usagers et qui sera connectée avec notre démarche. Donc oui, mais c'est en cours de construction avec les associations. Donc nous, ça sera partie intégrante de l'outil. Voilà. Je vais dire un mot pour la participation des usagers à Scope Santé. Ils ont été associés en amont à la conception du service en nous disant voilà, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Donc il faut que vous le sachiez, ils ont été associés très en amont et tout au long de la construction de Scope Santé. Pour répondre à votre question plus précisément, vous voyez l'angle de ce site. L'angle de ce site, c'est l'information sur les établissements. S'il y a un moyen de trouver une place pour que les associations s'y retrouvent, pourquoi pas, il n'y a pas d'hostilité, mais néanmoins, l'angle n'est pas absolument évident. Alors, si on prend en plus un domaine aussi particulier que la neurochirurgie infantile, si j'ai bien noté, c'est pas l'association qui va, je dirais, se trouver demain en première page de Scope Santé. Mais mais ce que l'on fait, par contre, c'est une orientation systématique vers le site de l'établissement et libre au site de l'établissement de faire un renvoi vers toutes les informations locales qui peut être la participation des usagers, qui peut être des aspects extrêmement pratiques comme l'accès au parking et ce genre de choses. Ça relève des établissements. La HAS là-dessus le site de la HAS de Scope Santé deviendrait là-dessus tentaculaire s'il descendait beaucoup trop loin et beaucoup trop près. Et juste nous, pour être concret là aussi, quand je dis intégrer les associations, c'est intégrer y compris la diffusion de l'information. C'est vraiment ce qui fait, y compris l'originalité de la démarche, c'est que pour Madame Michu ou Monsieur Michu qui va devoir, par exemple, faire une recherche qui apprend qu'il a le VIH, on va non seulement lui donner des informations sur l'offre de santé, sur effectivement cette offre localisée dans son environnement, mais également sur la pathologie et également sur les acteurs qui peuvent l'accompagner au plus près de chez lui, c'est-à-dire s'il y a des associations, s'il y a des ressources, quelles qu'elles soient, portées par des associations, on lui donnera accès à cette information-là dans un ensemble agrégé. Okay. Question suivante, madame, qui levait le doigt depuis un moment. Bonjour, je suis Yolande Bertrand-Laborde de France Adot 75. Comment agissez-vous pour faire connaître aux usagers l'existence de Scope Santé?
Alors, cette question nous est régulièrement posée, parce que comme le disait le président de l'autorité de santé tout à l'heure, c'est cette journée clôture des réunions en région. Et la réponse générique que nous faisons malheureusement, c'est nous n'avons pas le budget de Coca-Cola. C'est-à-dire que, très clairement, c'est sur vous qu'on compte. Cette réunion a un objectif d'information, que vous connaissiez Scope Santé. Maintenant, vous, les associations, vous êtes un des meilleurs relais pour le faire connaître. Vous avez un site, vous avez des journaux, vous avez des réunions, et vous êtes très clairement un des meilleurs vecteurs pour faire connaître Scope Santé aux citoyens lambda et aux patients et à l'usager lambda. Et pour que vous voyez qu'on est bien en complémentarité, le GPS Santé pourra être aussi un des vecteurs pour faire connaître Scope Santé, puisque on verra que nous, notre objectif est d'avoir le maximum d'impact, mais que les personnes qui viendront vers l'information santé par le GPS pourront ensuite avoir accès aux informations dans Scope Santé. Et donc, vous voyez l'interaction possible des démarches qui vont permettre d'augmenter le trafic. Question à ma gauche. Ah, très bien. Suivante ici. Bonjour, je voulais vous demander... Merci de vous présenter. Je suis Juliette Froger, doctorante en sociologie politique de la santé publique. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque de creuser les inégalités en matière de prévention et d'accès à l'information, puisqu'on sait que le problème, ce n'est pas le nombre d'informations disponibles, mais la manière dont elle est reléguée pour les usagers. Je serais tenté de répondre de façon générique. Est-ce que cet obstacle très intéressant que vous soulevez, ça doit conclure à ne pas faire? Mais je laisse... J'allais dire la même chose, c'est-à-dire que oui, d'abord c'est un sujet très ancien au fond, hein, c'est l'information. Creuse-t-elle plus d'informations, est-ce que ça creuse des inégalités? Ça dépend justement de la manière dont l'information arrive à la cible. Et ça, c'est un sujet passionnant. Simplement, je pense que dans tous les cas, conclure de cela, donc on n'informe pas, me paraît pas possible. Donc c'est comment on informe et comment on informe bien nos cibles. Et là aussi, c'est l'originalité du projet qu'on porte par rapport aux démarches un peu historiques de l'information santé. De l'INPES, pour pas nommer, sur les campagnes de communication, etc., qui sont intéressantes, mais ne sont pas suffisantes. Il nous semble qu'il est important d'avoir aussi un meilleur ciblage et effectivement un meilleur adressage en fonction des problématiques de santé publique. Or, l'outillage numérique aujourd'hui permet justement, la révolution numérique en cours à travers l'outillage numérique qui va se développer, me semble être là un atout pour atteindre la bonne cible. Parce que c'est vrai que, y compris avec Scope Santé, mais toutes les démarches peuvent permettre à ceux qui déjà sont sachants de leur enrichir encore leurs connaissances. Mais ceux qui sont loin de l'information, effectivement, ils seront pas informés. Donc, tout ce travail sur le ciblage, c'est ce que nous essayons, nous, de porter aussi. C'est pas facile. Honnêtement, c'est pas simple. Par définition, les gens qui sont loin de l'information ne sont pas faciles à toucher, mais c'est avec de nouvelles méthodes. Donc des méthodes aussi bien numériques que physiques. Et ça, je pense, c'est aussi des choses à creuser là-dessus. Juste une dernière question. Si tu permets, juste Pardon. Compléter. C'est une question qu'on s'est posée aussi pour Scope Santé. Et vous l'aurez observé, les informations sont délivrées telles quelles, à plat. Elles ne sont pas forcément reliées entre elles. C'est-à-dire qu'on ne dit pas ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça peut... Voilà. Donc on a des données qualité d'un côté, on a sur un autre volet des données d'activité, on donne des informations qui sont validées, et puis ensuite, aujourd'hui, on ne va pas plus loin, on ne propose pas une préanalyse, on ne fait pas de classement non plus, d'établissement, on ne fait pas de palmarès, mais on permet de la comparaison. Donc c'est la nuance auquel nous avons tenu aujourd'hui. Merci. Question suivante à ma droite. Depuis tout à l'heure, je me pose Merci la question. de vous présenter.
Pardon, excusez-moi. Alain Laforêt, représentant de la FNAR et RU au 15-20 pour situer. Depuis tout à l'heure, je me pose la question, quelle est la relation entre, vous avez déjà plus ou moins répondu, GPS Santé et Scope Santé. J'ai cru comprendre à peu près, mais vous allez m'expliquer mieux. Mais par contre, j'ai deux questions. Une première question, sous quelle forme ça? J'ai l'impression, j'ai mal compris certainement, que ça serait que sur smartphone. J'espère que non, que j'ai... Attendez, je finis, et puis ma deuxième question. Et puis quelque chose qui m'a interpellé, quand à un moment donné, vous avez fait la différence où vous disiez que les gens qui intervenaient il y avait les utilisateurs, enfin les utilisateurs et les citoyens. J'avoue que sur la santé, faire une scission entre les utilisateurs et la santé, je ne sais pas quel est l'ensemble, la différence d'ensemble entre les utilisateurs et les citoyens. Certainement que dans votre tête, ça signifie quelque chose, mais j'aimerais que vous me disiez ce que ça signifie. Sabine, pour la partie disponibilité, rappel de la disponibilité de Scope Santé. Scope Santé est disponible aujourd'hui évidemment sur ordinateur et sur tablette. Voilà, merci. Nicolas. Il est, comme je disais tout à l'heure, le parti pris sera sans doute effectivement de privilégier la mobilité de l'information. Quand je dis ça, non, attendez. Ça ne veut pas dire contre un site web. Il y aura les deux, si vous voulez. Mais dans la manière de configurer l'information, l'idée, c'est qu'elle soit la plus portative possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi pour être en phase avec les usages. Et justement, ça rejoint la question sur le fait de toucher les gens. Pour toucher les gens, il vaut mieux être en phase avec leurs usages. Les usages de l'Internet mobile, aujourd'hui, dépassent les usages de l'Internet non mobile. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez refaire des sites web, c'est bien. Le mieux, ce serait quand même que les gens y aillent dessus. Et aujourd'hui, ils y vont avec leur smartphone. Donc, et demain... ça sera encore pire. Mais en fait, quand je dis smartphone, c'est smartphone, tablette, c'est mobilité. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. C'est pas... Oui, mais notre cible, c'est toute la population. Là, j'ai du mal à m'exprimer. Je dis juste que dans les catégories traditionnelles que l'on fait entre les usagers de la santé, les usagers agréés, etc., nous, notre cible, c'est Madame Michu. Donc, c'est tous les citoyens. Voilà. Donc, pas nécessairement. Enfin, ça dépend ce que vous appelez usager, mais quelqu'un qui n'est pas malade, par exemple, qui se porte très bien, en pleine forme. Moi, par exemple, je peux être usager parce qu'à un moment donné, ça m'intéresse de savoir qu'il y a un épisode de pollution en Île-de-France. Et là, je vais recevoir un push qui va me le dire. Ça m'intéresse. Mais vous avez raison. Moi, je dis toujours, au fond, je parle d'ailleurs jamais personnellement d'usager, je parle de citoyen. Donc, il n'y a pas de... Alors, monsieur et madame. Pardon. Merci. Si vous voulez, on ne prend pas de pause déjeuner et on continue les questions jusqu'à 2h. Nous sommes à votre disposition jusqu'à épuisement des animateurs. Merci. Je suis Jean-Pascal Anse-Olivier, l'association de défense et d'études des personnes amputées, donc ADEPA. Je voulais savoir, les établissements qui sont dans ce site concernent tous les établissements, c'est-à-dire y compris les établissements de suite, et jusqu'à quel niveau vous descendez, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez les prothésistes, les kinés, enfin, jusqu'à quel niveau vous qualifiez ou quantifiez les acteurs? Alors, tous les établissements sanitaires sont dans le site. Y compris SSR. Y compris SSR, bien sûr. On va pouvoir aller jusqu'au niveau de... On sait quel établissement fait quel type de prothèse, par exemple, et dans quelle quantité au niveau des actes. Je n'ai pas le nom des praticiens. Vous ne trouverez pas tel praticien, la liste des praticiens qui pratiquent cet acte-là. Parce que nous n'avons pas de base de données aujourd'hui fiable, nationale, etc., qui nous permettent de trouver ce type d'informations. C'est pour ça qu'en fait, on renvoie là, cet établissement, il nous a visiblement pas donné ses coordonnées web, mais chaque fois que nous pouvons, il y a un lien vers le site de l'établissement. Et on pense que c'est plus simple, en fait, que l'établissement lui-même mette à jour ce genre d'informations. Donc, vous pouvez aller jusqu'à savoir où vous faire opérer d'une prothèse, par exemple, si on est dans l'orthopédie. Oui. Ultime question, madame. Oui, merci. Et nous allons clore, mais après, nous restons à votre disposition pour échanger. Merci. Donc, je suis Sabrina Palumbo, donc présidente d'une association de lutte contre les troubles alimentaires, Sabrina TCA 92. Je fais un peu comme tout le monde, défendre un peu
parler de ma cause. Je voulais savoir, vous parlez de donner la bonne information. En matière de troubles alimentaires, il y a quand même un flou artistique concernant l'information qui est donnée. Notamment, moi, ce que je constate, je fais un peu le lien entre vraiment les professionnels de santé avec qui je travaille, la PHP, mais aussi en tant qu'usagère. Moi-même, j'ai écrit un livre témoignage, donc j'essaye de faire le lien. Je m'aperçois, je ne peux que constater ce grand écart entre l'information qu'on donne. Quand j'écoute des professionnels de santé, on a l'impression limite que tout est parfait, que la prise en charge est magnifique. La réalité de terrain est complètement autre. Qu'est-ce que vous allez donner comme information dans ce domaine-là? Non, mais il faut être, comme je disais, modeste et pragmatique. Nous, on n'a pas vocation à recouvrir toute l'information santé et à donner les meilleurs. On va déjà essayer de fournir, c'est la promesse un peu de la démarche, l'accès à l'information qui existe et qui est de référence. Qui existe. Il y a des secteurs, il y a des sujets de santé où parce que c'est pas encore mûr, ou parce que c'est pas bien structuré, cette information n'est pas encore vraiment disponible du côté des informations de référence. Eh bien, ce ne seront pas des sujets nécessairement présents à ce moment-là. Mais tout ce qui est produit par les associations, par tous ceux qui se mobilisent sur des sujets dits émergents, voilà, sont des informations qui de toute façon restent accessibles, sont accessibles. Donc, il ne faut pas opposer les sources d'informations les unes aux autres. Nous, en revanche, ce que l'on veut faire, c'est permettre un meilleur accès à celles qui existent, qui sont produites, qui sont nombreuses et qui sont de qualité. Je ne parle pas des troubles alimentaires, hein. Je parle de tout un tas de sujets. On pourrait prendre le cancer, le VIH, la santé mentale. Il y a des choses, il n'y a pas toujours l'impact, il n'y a pas toujours l'accès à cette information. C'est ça qu'on veut améliorer. Après, ça viendra progressivement en fonction de la maturité de chaque sujet. Merci de votre attention, merci aux intervenants. Et pas de